Merci d'être venu ce soir. Et pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je vais vous poser une question. Qui est la déesse de la beauté chez les Grecs? Aphrodite, bonne réponse. Alors vu qu'il y a des gens compétents, je vais poser une question un petit peu plus difficile. Que veut dire Aphrodite? Née de l'écume. Bien. Troisième question, un petit peu plus difficile. Quelle écume? De quelle écume il s'agit? Non, alors, d'après Hésiode, vous avez Ouranos qui est en action avec sa mère Gaïa, et Gaïa demande à son autre fils Cronos de la délivrer, et Cronos tranche le sexe d'Ouranos qui tombe dans la mer, et donc ça engendre de la mousse, et Aphrodite est née de cette écume. Et les peintres savent bien le sens qu'a l'écume, et vous avez deux sortes de peintres, ceux qui, comme lui, Gervex par exemple, met en évidence explicitement beaucoup d'écume, et puis ceux qui, comme Botticelli, refusent obstinément d'en mettre. Alors, on va vous parler effectivement des mousses, hein, ou de l'écume, et exemple, ça, si ça vous est déjà arrivé de faire la vaisselle, vous avez pu voir quelque chose comme ça, qui est ici, vous voyez, ce sont des bulles d'air, entourées d'eau, et l'eau, c'est la même eau d'un bout à l'autre. Par contre, les bulles d'air sont bien séparées les unes des autres. Si je vous demande à quoi servent les mousses, vous allez penser à quoi? Dans la vie quotidienne, par exemple, vous voyez quoi, les mousses? Se raser le crâne, oui, effectivement, ça m'est pas arrivé depuis longtemps, mais oui. Ou se raser, tout court. Oui? Se laver les mains? Oui? D'autres choses? Éteindre les feux. Ah, oui. Quoi? À boire, oui. Alors, voilà, exemple, effectivement. Trois exemples ici, le bain moussant, la boisson et la mousse à raser. Alors, effectivement, l'une des applications, à peu près la seule des applications qui ne soit pas uniquement liée au plaisir et qui soit connue du grand public, c'est éteindre les incendies. Alors, exemple ici, pourquoi on éteint les incendies avec de la mousse? Quels sont les incendies qu'on a intérêt à éteindre avec de la mousse? Pourquoi il y a quelques extincteurs à mousse alors qu'il y en a d'autres qui sont à poudre ou à eau? Vous savez l'intérêt de la mousse? Alors ça dépend de l'origine du feu. C'est pour quel feu qu'on utilise? Hydrocarbures. Pourquoi? Donc tous les pétroles, huile. Pourquoi? Parce que la mousse est plus légère. L'eau, si vous mettez de l'eau sur du pétrole en feu, l'eau tombe au fond et ça vous sert strictement à rien. Donc la mousse, elle a l'intérêt de couvrir, et puis ça permet aussi de remplir des bâtiments assez rapidement, sans faire trop de dégâts. Souvent, c'est la lance des pompiers qui fait du dégât, mais quand c'est la mousse, ça en fait moins. Donc les pompiers ont tous leurs camions à mousse, et la plupart des centrales chimiques, les plateformes pétrolières offshore, elles ont toutes des centrales à mousse pour les protéger contre les incendies. Maintenant, il y a beaucoup d'autres applications des mousses, qui tirent parti de leur légèreté, de leur grande surface, de leur pouvoir isolant, et j'en passe et des meilleurs. Est-ce que vous en connaissez? Elles sont beaucoup moins connues du public, par contre. Est-ce que vous en connaissez? Oui. Isolation de bâtiments, effectivement. Oui. Je vais revenir là-dessus, sur les mousses solides. Tout à fait. D'autres choses? Alors, les matelas aussi. Alors, je peux montrer, effectivement, ici. Si tu veux me... Attends, hop. Si je switch, normalement ça va marcher avec un peu de chance. Vous avez ici une mousse, typiquement de matelas. Une éponge. On voit quelque chose? Ah pardon, oui. On voit à peu près quelque chose. Oui, est-ce que ça, ce sont des mousses? Alors, les mousses solides, ce sont aussi des mousses. Ce sont des bulles de gaz qui sont séparées par une paroi solide. Alors, la plupart des mousses solides sont fabriquées à partir de mousses liquides, comme cette mousse d'aluminium qui sert ici pour les pare-chocs de voiture. C'est très utile de comprendre... Ah, pardon, il faut que tu switches. Oui, pardon, excuse-moi. Merci, c'est mieux comme ça. Les mousses d'aluminium, vous avez ici un exemple à gauche qui est bien réussi, à droite, un exemple que vous n'avez peut-être pas nécessairement envie d'utiliser pour votre bâtiment ou pour votre coque de bateau ou pour votre pare-choc de voiture. Et donc, c'est utile de bien comprendre les propriétés de la mousse liquide pour comprendre comment va se former une bonne mousse solide.
Mais ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est surtout les mousses liquides, les bulles de gaz, donc entourées par un liquide. Et donc d'autres exemples, eh bien, je vais vous en citer quelques-uns. Exemples de gens qui viennent nous voir pour nous poser des questions sur les mousses. Eh bien, il y a, donc, outre les pompiers, les volcanologues, parce qu'une éruption volcanique n'est rien d'autre qu'une énorme bouteille de champagne qui dégaze tout d'un coup, avec une mousse qui expulse son bouchon. Vous avez un club de médecins qui est venu nous voir pour nous parler, qui s'appelait le Club Mousse, qui injecte des mousses pour soigner des varices. Il y a des gens qui font du déminage, vous savez, de valises abandonnées dans les aéroports en les couvrant de mousse. Des fabricants de papier ou de verre, Saint-Gobain par exemple, ou le Centre technique du papier, qui veulent apprendre soit à se débarrasser des mousses quand ils en ont trop, soit à fabriquer des mousses de papier ou des mousses de verre. Exemple aussi, Ariane 5, quelqu'un est venu nous dire, vous savez, on sait mettre des satellites sur orbite, et les clients sont contents, mais en général, les clients aiment bien que le satellite arrive en bon état. Donc s'il y a un peu trop de choc au décollage et que le satellite est endommagé, le client n'est pas content, et il ne revient pas. Donc ils essaient de développer des techniques pour diminuer l'effet de souffle et l'effet de choc au démarrage, et ça se fait en particulier en creusant des grands tunnels au pied de la fusée et en les remplissant de mousse. Les deux applications principales en termes de tonnage, ce sont dans les mines, pour séparer les minerais de la terre, dans les grandes mines de cuivre qui font 1 km sur 1 km sur 1 km, et puis l'extraction de pétrole aussi. Ça, c'est les deux plus grosses applications en termes de tonnage. Voilà. Pour vous ramener à quelque chose d'un peu plus quotidien, donc je vais vous montrer, si on peut repasser à la caméra, ça va, je suis à peu près devant, oui, hop. Quelque chose que vous connaissez, donc de la mousse à raser. Voilà. Et maintenant, les motivations des gens qui travaillent donc sur les mousses, outre les cosmétiques, incluent même des chercheurs comme moi, qui, si tu peux repasser, s'il te plaît, juste. Moi, ma motivation, je suis venu aux mousses parce que je travaillais sur les tissus biologiques. Ici, vous avez une aile de mouche. Donc là, c'est beaucoup plus petit que les images précédentes. Là, chaque cellule fait 10 microns. Hein. Donc c'est vu au microscope. Eh bien, pour essayer de comprendre l'arrangement des cellules dans les tissus et comment se forment les organismes, j'ai dû travailler sur les matériaux faits de cellules, comprendre leurs propriétés physiques. Et donc pour ça, m'abstraire et travailler sur un système plus simple qui était les mousses de savon. Je te passe la parole. Oui, merci. Alors, il n'y a pas que les êtres humains qui s'intéressent aux propriétés macroscopiques des mousses, il y a aussi beaucoup d'autres espèces animales, et pas seulement animales d'ailleurs, beaucoup d'autres espèces, comme vous le voyez peut-être ici. Alors, je ne sais pas si on voit bien, en haut à droite, vous avez une espèce de grenouille tropicale qui pondent leurs œufs, qui sécrètent de la mousse, enfin qui sécrètent du liquide qui mousse lorsqu'elles battent des pieds. Et cette mousse leur sert pour pondre leurs œufs qui grandissent dans la mousse, qui passent au stade de tétard. Et sur cette image, vous avez les grenouilles qui sont devenues adultes et qui peuvent sortir du nid. Vous avez, alors, donc ça c'est des grenouilles tropicales. Ici, vous avez un exemple de mousse qu'on appelle des crachats de coucou. Donc là, ça se passe sous nos climats. C'est une image qui a été prise dans la campagne dans le sud de la France. Et donc, vous voyez sur ces plantes des petits paquets de mousse, d'accord ? Et ces petits paquets de mousse sont formés par une petite sauterelle qui est représentée ici, qui s'appelle la cicadelle écumeuse. Et c'est la larve de cicadelle écumeuse qui pique dans la plante, qui transforme le suc de la plante de manière à pouvoir faire des bulles dedans et former une mousse qui lui sert de nid. Et donc là, les propriétés de la mousse qu'elle utilise, c'est le fait de pouvoir rester à l'humidité et également vous parliez d'isolation thermique, les mousses liquides sont aussi de très bons isolations thermiques. Et puis, c'est des isolants optiques, puisqu'elle est cachée dans la mousse, elle est à l'abri des prédateurs. Voilà, alors sur les images de gauche, vous avez des exemples de mousses marines. Donc là, on revient un petit peu au mythe d'Aphrodite dont François nous parlait tout à l'heure. En haut à gauche, c'est donc l'écume de mer, une écume très stable qui est formée par une espèce animale qui s'appelle les tuniciers, donc qui est une espèce qui vit accrochée sur les rochers.
Et au moment où... Donc la photo a été prise au Chili. Et donc au moment où les Tuniciers se reproduisent, ils larguent leurs gamètes dans le milieu marin. Ces gamètes servent de produits moussants. Et le fait de rester bloqués dans la mousse leur permet de se rencontrer et permet la fécondation. Et la mousse aussi permet d'éviter la dispersion des larves. Et ici, vous avez un exemple d'un autre type de mousse marine qui a été observé plutôt dans la Manche. C'est également une mousse qui est très persistante, qui peut durer, qui peut couvrir des kilomètres de littoral et qui peut durer pendant des jours. Et qui, alors l'espèce qui est à l'origine de cette mousse, c'est la petite algue qui est représentée ici, qui fait 5 micromètres, donc 5 millièmes de millimètre d'envergure, et qui sécrète un mucus qui est aussi à l'origine de cette mousse. Oui, pardon. Donc excusez-moi, voilà. Donc on vous a un peu fait le panorama de toutes les propriétés qui sont intéressantes dans les mousses. Et en fait, ces propriétés-là sont ce qu'on appelle des propriétés complexes. Donc les mousses sont ce qu'on appelle un fluide complexe, un système complexe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc il y a plusieurs définitions d'un fluide complexe. Pour les mousses, une définition qui est très appropriée, c'est de considérer que la mousse est faite de 2 phases. D'accord ? Vous avez une phase liquide, l'eau savonneuse, et à l'intérieur des bulles, vous avez du gaz, de l'air. Et il se trouve que les propriétés globales de la mousse ne sont pas du tout une moyenne des propriétés de chacune des 2 phases. D'accord ? Donc un exemple, c'est un exemple de complexité optique. L'eau savonneuse, c'est bon. Ici, vous avez du liquide vaisselle, c'est transparent. Le gaz, c'est transparent. Et pourtant, quand vous mélangez des bulles d'air dans de l'eau savonneuse, ça vous fait quelque chose, une mousse qui est blanche. D'accord ? D'un point de vue mécanique aussi, les propriétés sont des propriétés complexes, puisque, donc voilà l'exemple de la mousse que François vous a montré tout à l'heure. C'est... Oui, on peut la voir sur la... Non, on ne la voit pas. Si, on va la voir. D'accord, si je la remets ici. Donc vous voyez que ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle a gardé sa forme. Et ça, c'est la propriété d'un solide, d'accord ? De garder sa forme. Un fluide, comme l'air, va remplir tout l'espace disponible. Un liquide va épouser la forme du récipient. Et la mousse, elle, est solide, elle garde sa forme, et pourtant elle est formée d'un gaz et d'un liquide. Donc c'est un autre type de complexité. Et alors un troisième type de complexité qu'on a voulu citer, c'est la complexité acoustique. Le son se propage à 340 mètres par seconde dans l'air. Il se propage à peu près 1500 mètres par seconde dans l'eau. Et dans une mousse, il se propage à une vitesse qui n'est pas du tout la moyenne entre la vitesse de propagation dans l'air et dans l'eau. Dans une mousse, la propagation du son est beaucoup plus lente. Elle peut descendre jusqu'à 30 mètres par seconde. Oui. Je vais vous présenter... Oui. Je ne me souviens plus. Je vais vous prendre un objet assez quotidien pour essayer de vous montrer comment apparaissent ces propriétés, on va dire émergentes, c'est-à-dire ces propriétés spécifiques de la mousse qu'on ne retrouve pas dans les 2 phases. Alors pour ça, je vais partir de ça. Vous avez une idée de ce que c'est ? Blanc d'œuf, voilà. Donc l'outil que je vais prendre, c'est un batteur. Alors je prends un batteur externe comme ça parce que c'est beaucoup plus facile de voir qu'avec les batteurs internes. Donc je vous fais remarquer d'abord alors, est-ce qu'on voit quelque chose ? Je vais vous faire remarquer que c'est relativement transparent. Vous me voyez à travers ? Vous voyez à travers le jaune d'œuf là ? Oui. Et c'est quelle consistance là ? Et le volume, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, vous voyez à peu près quel volume du récipient ça occupe ? D'accord. Bon, il n'y a pas de suspense, vous savez comment ça va être à la fin. Donc mais simplement, ce qui est intéressant, c'est que je vais essayer de le faire en m'arrêtant pour que vous voyez progressivement comment ça apparaît. Donc,
je vais m'arrêter au bout de quelques secondes. Et tu peux dégager un petit peu le fil, s'il te plaît? Juste. Merci. Alors, désolé pour le bruit. Bien, si je m'arrête là, je vois déjà, alors, que c'est déjà, il y a déjà des bulles qui apparaissent. Vous voyez, le volume n'a pas beaucoup changé, c'est toujours très liquide, c'est toujours très translucide, jaune, mais il y a quelques bulles sur le dessus. Je continue. Donc là, j'ai quelque chose qui est uniformément blanchâtre, on va dire, pas encore très opaque, mais blanchâtre. Est-ce que c'est liquide ou solide? C'est encore très liquide. Est-ce que vous voyez une augmentation de volume? Alors, un peu. Il y a la mousse qui se forme sur le dessus. Qu'est-ce que j'ai maintenant? Liquide, toujours liquide. Complètement liquide. Par contre, le volume a beaucoup augmenté. Là, j'ai vraiment plus que de la mousse, j'ai plus de liquide translucide au fond. Et donc, c'est bien blanc, là, par contre. Et les bulles commencent à être petites, je n'arrive plus à les voir toutes. Elles ont diminué de taille. Et il y en a que je vois, mais il y en a que je ne vois plus. Désolé, c'est un peu plus long parce que je voudrais arriver à une neige ferme. Là, elle l'est presque déjà. Vous voyez que ça commence à être solide. Et là, le volume a beaucoup augmenté. Hein. Là, on le voit hein, très nettement à l'image. Alors, comment je vois que la neige est ferme? Ok, c'est solide. Et vous voyez que ça fait des pointes, ça garde sa forme. Il y a vraiment une pointe là. Hein. D'accord? Donc là, j'ai formé effectivement, c'est quoi comme consistance? Un solide. Là, clairement, c'est un solide. Alors, c'est un solide, mais qui peut être quand même, qui est à la fois solide et liquide en réalité. Donc là, je reprends la mousse à raser de tout à l'heure, mais c'est la même consistance, vous convenez, que les blancs en œuf que François vient de faire. Oups, je vais en rajouter un petit peu. Voilà. Une autre manière de voir que c'est solide, c'est de coller un plateau par-dessus. Et vous voyez, quand je tire sur le plateau, oups, on va le mettre ici, voilà. Quand je tire sur le plateau, la mousse exerce une résistance et elle ramène le plateau vers sa position d'équilibre. D'accord? Donc on a bien un solide. Ça, on est d'accord avec ça. Par contre, si j'appuie assez fort sur le solide, d'accord, je le déforme et là, il reprend plus sa position d'équilibre. Donc on a encore une autre forme de complexité du liquide, puisque il peut se mettre à couler à condition qu'on appuie dessus suffisamment fort. Je vais récupérer ça. Alors, on va essayer de rentrer un petit peu. Je vais vous emmener faire une promenade avec moi vers les petites échelles pour essayer de comprendre qu'est-ce qui donne cette stabilité à la mousse et quelle est sa structure. Alors, si j'ai l'écran, c'est bon? Oui. Alors, donc, ça c'est ce qu'on a vu. Voilà, ça c'est une image tirée d'un verre de bière où vous avez en bas
un liquide plein de bulles. Au-dessus, une mousse qu'on appelle humide, avec certaines quantités de liquide et des bulles relativement rondes. Au-dessus, des bulles relativement sèches et polygonales et très peu de liquide. Alors, le film que je vais vous présenter est inspiré d'un film célèbre qui s'appelle Les puissances de 10, et où on zoome d'image en image de plus en plus petit pour aller voir ce qui se passe aux échelles les plus petites. Donc, je vous emmène à faire ce zoom. Voilà, donc là, vous avez des bulles de gaz bien séparées les unes des autres. Vous zoomez sur les bulles. Chacune est séparée par les films de savon, par les films pleins d'eau. Si vous zoomez sur les films, vous voyez à leur surface une petite couche. Et cette couche est couverte de petites molécules, qui sont les molécules du savon, qui sont 1 million de fois plus petites qu'un millimètre. Elles ne sont pas visibles à l'œil, mais leur effet est bien palpable, puisqu'elles stabilisent le film, et que c'est ça qui permet de stabiliser les bulles, ce qui, à son tour, permet de stabiliser la mousse. Alors, si je passe un peu plus lentement, voilà 6 images, 6 extraits successifs de ce film. Alors, je vous précise tout de suite que ce ne sont pas des photos. Les 2 premières sont extraites de photos, mais évidemment, les dernières sont des dessins. Donc, on voit sur cette succession donc, la mousse hétérogène à cause de la gravité, hein, qui est avec de l'eau qui est plus dense, qui est plus d'eau en bas. Ensuite, au milieu, une zone de mousse qui est localement homogène. Ensuite, une bulle. Le film de savon, il a quelle taille? On a gagné à peu près un facteur 1000, à peu près un facteur 10 à chaque image. Donc, si on était à l'échelle de quelques dizaines de centimètres, là, ici, l'épaisseur du film est à peu près 1 micromètre, c'est-à-dire, pour ceux qui ont des cheveux, 1/100e de cheveu. D'accord? C'est 100 fois plus fin qu'un cheveu. Alors, en gros, un cheveu, c'est 1/10e de millimètre. Un film de savon, c'est 1/1000e de millimètre. Eh bien, comment est-ce que quelque chose de si fin arrive à tenir? Si vous avez que de l'eau pure, vous pouvez toujours faire des mousses. Comme par exemple, vous avez plein d'écume au pied d'une cascade, mais si vous faites un soda, vous secouez, vous avez des mousses, mais c'est des mousses qui ne tiennent pas. Les mousses tiennent quand il y a des molécules de savon. Et qu'est-ce qu'elles font, ces molécules de savon? Ce sont celles-là qui sont schématisées ici. Elles ont une propriété particulière. On les appelle des molécules « je t'aime, moi non plus ». C'est des molécules dites amphiphiles. Elles ont une partie, une tête, qui se dissout bien dans l'eau. L'eau aime bien cette partie-là. Et puis une longue queue qui est un peu huileuse, une longue queue de carbone, que l'eau n'aime pas du tout dissoudre. Eh bien, ces molécules-là, qui ont une partie que l'eau aime bien dissoudre et une partie que l'eau rejette, quand on les met dans l'eau, eh bien, spontanément, elles vont se retrouver rejetées à la surface. Autrement dit, même si vous avez très peu de molécules de savon, et il suffit de quelques pourcents de molécules de savon dans l'eau, elles vont couvrir la surface de l'eau. Une monocouche très fine qui va couvrir. Et ça, quel intérêt ça a? Eh bien, c'est que si vous avez un film de savon très mince qui n'a qu'une envie, c'est de casser, si vous avez une couche de molécules de chaque côté, si ces molécules ont une charge électrique, ici, les molécules de savon en général ont une charge négative, les charges identiques se repoussent. Donc vous avez une couche ici et une couche ici, de molécules de même charge qui se repoussent. Autrement dit, si ces molécules se repoussent, elles n'ont pas du tout envie que le film s'amincisse. C'est ça qui va empêcher le film de s'amincir. Donc ces petites molécules, à leur toute petite échelle, vont avoir un rôle très important, puisqu'elles vont permettre au film de stabiliser, elles vont permettre aux bulles de tenir et d'être étanches, et donc elles vont permettre à la mousse d'être blanche, solide, liquide, isolante, légère, couvrante, et de lutter contre les incendies. Je te passe la parole, Flo? Tu peux la garder. Oui, c'est moi. Ici. C'est moi, tout à fait. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu en action ces petites molécules en vous montrant. Alors, c'est une manip de haute technicité, donc je vais vous demander une grande concentration. Je verse de l'eau. D'accord? Vous me suivez pour l'instant. Ensuite, je prends du poivre et je verse du poivre à la surface de l'eau. Voilà. Je verse un petit peu d'eau à côté.
Je prends une petite pipette dans laquelle je prélève une goutte d'eau et je la dépose délicatement au milieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez bien vu? Rien, absolument rien. Je vais faire maintenant, je prends un petit peu, c'est spectaculaire comme manip, avouez-le quand même. Je mets un petit peu de produit vaisselle, je le prélève dans la pipette de la même manière, je fais une même manip, je viens le déposer ici. Vous voyez la différence? Hein? J'ai posé avec la même délicatesse. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ces molécules, je vous ai dit, c'est des molécules qui ont tendance à se déposer à la surface. Au lieu de rentrer dans l'eau, elles vont se déposer à la surface. Et il en suffit de très peu, très très peu. Pour vous dire, hein, une cuillerée à café suffit à couvrir un terrain de football. Hein. Une cuillerée à café de ça suffit à recouvrir complètement un lac de la taille d'un terrain de football, 1 hectare. Donc effectivement, ça s'étale. Et donc ça repousse le poivre ici, on peut le faire avec du talc. Bien, là maintenant, Florence, oui. Je te passe la parole. Merci. Alors, on va maintenant, donc, on a vu ce qui se passait à l'échelle des molécules. Maintenant, on va faire le même zoom que François vous a présenté tout à l'heure, mais en dézoomant petit à petit. Donc là, je vous propose de vous emmener à l'échelle de l'interface tout entière. Et à cette échelle-là, ce qui est très important, ce qui va fixer toutes les propriétés des mousses, en fait, et expliquer toute leur complexité, c'est ce qu'on appelle la tension de surface. D'accord ? Donc la tension de surface, ça explique que la surface est tendue. Comme on peut voir sur cette petite vidéo, où vous voyez qu'on verse de l'eau dans un bol. Voilà. Donc, cette tension explique que la surface est bombée, d'accord ? Comme la surface est tendue, elle cherche en fait à occuper le moins de surface possible, d'accord ? La surface cherche à être minimum, et c'est pour ça que le liquide à la surface du verre se bombe plutôt que de s'étaler en dehors du verre, d'accord ? Donc ça illustre, il faut vraiment l'avoir tendue comme la peau d'un tambour. Voilà, c'est aussi cette tension de la peau de l'eau qui explique que des petits insectes comme les gérisses peuvent rester à la surface de l'eau, puisque s'ils sont suffisamment légers. Voilà. Et donc, grâce à cette tension de surface, c'est à cause de cette tension de surface que les surfaces veulent être minimales. Et c'est pour ça, donc vous connaissez tous ces jeux pour enfants, c'est pour ça que quand on souffle dans une bulle, la bulle reste ronde, d'accord ? Parce que c'est la sphère, je vais le refaire une autre fois pour vous convaincre, c'est la sphère qui, pour un volume donné, minimise la surface totale de l'interface qui enserre le volume donné. Alors ça, c'est quand la bulle est libre. Maintenant, les bulles peuvent être contraintes. Dans une mousse, les bulles sont sans cesse contraintes, elles sont collées les unes aux autres, elles ne sont pas libres d'être rondes comme une bulle de savon. On le voit aussi ici, avant de souffler dans ce film de savon, ici j'ai un film de savon qui reste plan, accroché à la surface du cadre. Là, pour vous donner une idée de ce qui se passe dans une mousse, je peux faire une expérience qu'on interdit toujours aux enfants de faire. Non, pardon, c'est ici. Voilà. Voilà, donc j'ai mis un petit peu d'eau savonneuse dans un verre, je prends une paille, et donc pour faire une mousse, il suffit de souffler, c'est-à-dire... D'accord, on voit bien que les bulles ne sont pas rondes. Elles doivent se coller les unes aux autres. Si vous avez, par exemple, 2 bulles qui se collent l'une à l'autre, je vais vous montrer ici une image qui est une simulation numérique, mais en vrai, ça se passe comme ça aussi. Si vous avez 2 bulles collées l'une à l'autre, elles s'aplatissent, la jonction entre les deux est plate, et vous pouvez comme ça coller 3 bulles l'une à l'autre, etc. Donc, ces bulles s'assemblent toujours de manière à minimiser la surface de leur interface. Et ça,
c'est ce à quoi s'est intéressé Joseph Plateau au XIXe siècle. Il a donc longuement observé les bulles qui s'agglutinaient les unes aux autres dans une mousse et il en a extrait quelques règles très simples que respectent les bulles dans une mousse. Donc en fait, bien que cette mousse donne l'impression d'être complètement désordonnée, elle est en fait très organisée à l'échelle locale. Et une manière de le voir, c'est d'utiliser des cadres comme cela, donc qui vont ressembler au cadre circulaire que j'ai sorti de ce jeu pour faire des bulles de savon. Sauf que là, les films de savon vont devoir s'appuyer sur les bords du cadre. D'accord ? Donc ici, je vais plonger, ici j'ai une solution d'eau savonneuse qu'on a préparée à l'avance. Je vais plonger ce cadre dans la solution d'eau savonneuse. Et vous avez un film de savon. Alors, je vais vous le montrer ici. Non, c'est par ici. Voilà. Vous avez un film de savon qui s'appuie sur chaque côté du cadre. D'accord ? Et les films de savon se rejoignent au milieu. Ils se rejoignent au milieu. Et une des lois de Plateau, c'est un peu flou. Ah voilà, peut-être qu'on voit mieux comme ça. La jonction entre deux films de savon. Je vais essayer de tourner lentement. Et ce que Joseph Plateau a découvert, c'est que lorsque vous avez des films de savon qui s'assemblent, ils s'assemblent toujours par 3. Donc, ici, vous allez me dire, c'est normal, j'ai pris 3 tiges, et donc, il n'y a que 3 films de savon. Donc, je peux en prendre un autre. Je peux prendre un autre cadre, par exemple, ici, donc je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiges. Et voilà ce qu'il en sort. Il n'y a pas beaucoup de surprises. Il se passe toujours la même chose. C'est toujours exactement ce motif-là que vous obtenez. Donc les films de savon qui s'appuient sur les bords du cadre ici se rencontrent toujours par 3 au milieu, aux arêtes, en ce qui forme les arêtes des bulles à l'intérieur d'une mousse. Et les arêtes elles-mêmes, donc qui sont ces lignes, elles se rencontrent toujours par 4. D'accord ? Donc là, on le voit bien ici. Vous allez me dire, c'est normal. Ici, j'ai 4... en fait, toutes les arêtes partent de chacune de ces boules blanches. Donc vous allez me dire, j'ai mis 4 boules blanches, donc c'est normal, elles vont se rencontrer par 4. Donc, j'ai un autre cadre. Ah oui, il est déjà plongé. Alors, je vais le ressortir, hop, pour pas que vous voyez. J'ai un cadre cubique, d'accord ? Donc cette fois-ci, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boules. Donc je vais avoir 8 arêtes qui vont partir de chacune de ces boules-là. Donc, normalement, comme il est parfaitement symétrique, je vais avoir 8 arêtes qui vont se rencontrer au milieu de mon cube. Ça, c'est ce que vous pariez, mais moi, je vous parie que non. Les lois de Plateau sont vérifiées. C'est pas possible. Donc là, j'essaye d'attraper tous les films de savon. Voilà. Et voilà ce qui se passe. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien ici ce qui se passe. Je vais vous le montrer devant la caméra. Voilà ce qui s'est passé. Donc, il s'est formé une petite face carrée à l'intérieur du cube. Et de cette manière, chacun des nœuds, chacune des jonctions entre les arêtes de la mousse, regardez bien, c'est la jonction entre 4 arêtes. Vous pourrez le refaire chez vous à tête reposée. Voilà. Au milieu, c'est un film de savon qui est carré. Mais donc, il y a une symétrie qui a été brisée, on dit. D'accord, la face... Oups. Le film de savon qui s'est formé, il s'est formé dans ce sens-là, la perpendiculaire à la caméra, mais il aurait aussi bien pu se former dans n'importe quel autre sens. Donc, il suffit de souffler dessus. Ah, évidemment. De toute façon, je sais que ça va donner exactement la même chose. Donc, j'essaye de vous remettre la face carrée devant la caméra. Voilà. Et donc, il suffit de souffler dessus pour que la face se forme dans la direction perpendiculaire. Et elle peut aussi se former dans
la troisième direction perpendiculaire, d'accord? Donc vous avez en fait le message qu'il faut retenir, c'est que le sommet à 8 branches n'est pas possible, interdit par les lois de Plateau parce qu'il ne minimise pas la surface totale. Là, en fait, derrière, il y a quand même le calcul de la surface totale des interfaces, avec pour contrainte que vous avez un film de savon qui s'appuie sur chacun des bords. Et donc le vertex, le sommet à 8 branches est interdit par les lois de Plateau, donc vous avez 3 états métastables qui correspondent à ces faces carrées. Voilà, donc les lois de Plateau, on peut les énoncer. On peut les énoncer, oui. On peut les énoncer maintenant. Allons-y. Oh, c'est pas ça. Ah, voilà. Donc voilà les lois de Plateau. Alors ici, vous avez représenté des films de savon. Les barres noires, ce sont les arêtes. Donc toujours 3 films de savon qui se rencontrent en une arête. Et les films de savon font entre eux des angles égaux, donc des angles égaux à 120 degrés. Et ça, c'est aussi une constante, quelque chose qu'on voit tout le temps quand vous soufflez des bulles dans de l'eau savonneuse pour faire de la mousse. Les films se rencontrent toujours à 120 degrés. On verra un autre exemple tout à l'heure. Et de même, les arêtes qui se rencontrent par 4 au nœud forment des angles qui sont tous égaux entre eux. Et si vous faites le calcul, ça vous donne des angles égaux à 109,5 degrés. Voilà, donc je te donne la parole. Merci. Alors, Florence a raison de dire que les mousses ont une grande simplicité malgré leur complexité apparente. Et donc, si je souffle là-dessus, je peux faire une mousse, mais Florence dit que c'est simple, mais le problème, c'est que les chercheurs, et les chercheuses et les chercheurs, sont des gens un peu simples, si vous voulez, un peu simples d'esprit, et ce genre d'objet est encore trop compliqué pour nous. Donc on va essayer de simplifier un peu. Donc j'ai ici un peu de mousse à 3 dimensions. Et quand je vois ça, je me dis qu'est-ce que je vais en faire? Alors, en laboratoire, on fabrique un objet qui n'existe pas dans la nature, qui s'appelle la mousse à 2 dimensions. Et une manière de le faire, c'est d'appuyer dessus. Voilà, et donc progressivement, vous voyez, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Je peux encore appuyer un petit peu plus si je veux. Voilà, je me retrouve avec une mousse à 2 dimensions. Oui, alors, il faut un petit peu essuyer. J'en avais préparé une tout à l'heure par sécurité, donc je vais la... Hop, je vais vous les mettre les deux côte à côte. Voilà, 2 exemples de mousse, et là aussi je peux appuyer plus ou moins si je veux la rendre encore plus plate. Vous voyez, là le gros avantage de ça, c'est qu'on voit tout. Et donc pour nous, pour les chercheurs, c'est a priori quelque chose de beaucoup plus simple. On voit des exemples, par exemple, de régions où la mousse est très humide, c'est-à-dire les bulles sont très rondes, bien séparées les unes des autres par beaucoup de liquide. D'autres régions qui sont au contraire très sèches, où les parois sont très fines, les bulles sont polygonales. Et puis, on passe continuellement de l'un à l'autre, en voyant d'ailleurs qu'il y a toute une continuité entre la mousse sèche et la mousse humide. Pour vous zoomer un petit peu sur la structure, pardon, j'aurais pas dû switcher, au contraire. Là, si je regardais un petit peu en perspective, je m'apercevrais que cette mousse que j'appelle à 2 dimensions a bien une structure, une épaisseur, hein, mais simplement, tous les petits films sont perpendiculaires aux 2 plaques. Et donc, quand je regarde vue de dessus, j'ai l'impression vraiment d'une mousse qui est à 2 dimensions, ça me donne une illusion parfaite. Et donc, voilà ce que je vois vue de dessus, par exemple. Ce qui était avant une arête devient un sommet à 2 dimensions, avec 3 parois qui se rencontrent, là aussi avec un angle de 120 degrés.
l'assemblage devient voilà, ça c'est un exemple de mousse à 2 dimensions, où on reconnaît quelque chose, c'est que vous avez que les parois ne sont pas droites. Et ça, il y a une raison bien simple, c'est que les angles doivent être de 120 degrés, vous vous rappelez. Et des angles de 120 degrés, eh ben, si je veux faire un polygone avec des angles de 120 degrés et des parois droites, je vais avoir un problème. Si j'ai des angles de 120 degrés et que je veux refermer un polygone, je vais devoir courber mes parois, forcer un petit peu. Par exemple, si je n'ai que 5 côtés, vous voyez ici en haut un pentagone, une bulle à 5 côtés, vous êtes obligé de la courber comme ça, et elle va être convexe, juste pour pouvoir se refermer en obéissant à les lois de Plateau. Et au contraire, sa voisine qui est ici à 7 côtés, eh ben 7 côtés c'est trop pour arriver à refermer avec des angles de 120 degrés, donc vous êtes obligé de courber vers l'extérieur, et donc celle-là va être concave. D'accord? Donc le nombre de côtés va déterminer si une bulle est plutôt convexe ou plutôt concave. Alors, je m'excuse, je vais vous présenter quelques équations, en essayant de bien les expliquer, pour vous montrer jusqu'où vont aller les conséquences de ça. Imaginez que je vous emmène vous faire une promenade autour d'une bulle, à 2 dimensions. Vous venez avec moi, vous êtes bien obéissant, vous ne me quittez pas d'une semelle. Nous partons du point A, nous allons au point B, C, D, et nous allons revenir à notre point de départ. Donc là aussi, il n'y a pas beaucoup de suspense. Vous savez quelle va être la fin. On fait une boucle. Alors, par contre, à chaque fois, on va regarder dans quelle direction on va. Donc, on part de A, on part le long de premier côté. Eh bien, le côté étant un arc de cercle, vous avez en allant de A à B, de combien avez-vous tourné? De quel angle avez-vous tourné? Eh bien, c'est d'un arc de cercle, c'est sa courbure fois sa longueur dont on tourne. C'est-à-dire que si le côté n'est pas courbé, on ne tourne pas du tout. Plus le côté est courbé, plus on tourne. Évidemment, plus on marche le long d'un côté courbé, plus l'angle va tourner. Donc de A à B, on a un angle qui est la courbure fois la longueur de ce côté-là. Et puis en B, vous arrivez, et de combien vous devez tourner pour aller de B à C? Alors l'angle interne étant de 120 degrés, ou appelé 2π sur 3 par les mathématiciens, l'angle externe est de 60 degrés, ou appelé aussi π sur 3 par les mathématiciens. Et puis vous pouvez faire donc, vous prenez le côté suivant, et là aussi, vous allez encore faire la courbure fois la longueur le long du côté, puis arriver au sommet suivant, vous allez encore tourner de π sur 3 pour obéir aux lois de Plateau, et ainsi de proche en proche. Et au total, quand vous êtes revenu au point de départ, vous avez fait la somme de toutes les courbures et les longueurs, et vous avez fait la somme de π sur 3 à chaque sommet. Ici, par exemple, cette bulle, elle a 5 côtés, vous avez sommé 5 fois la courbure fois la longueur, et puis il y a 5 fois π sur 3, puisqu'il y a 5 sommets. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que quand vous avez fait tout ça, vous êtes revenu à votre point de départ, et donc vous avez tourné d'un tour complet, 360 degrés, ce que les mathématiciens appellent 2π. Si maintenant je fais passer mes nπ sur 3 de l'autre côté, je mets d'un côté, ici, quelque chose qui ne dépend que du nombre de côtés. Et ça, au contraire, qui dépend vraiment de la forme de la bulle, c'est-à-dire ses courbures, ses longueurs. Autrement dit, là, j'ai une propriété qui est extrêmement simple, un nombre de côtés, ce que les mathématiciens appellent la topologie, et là, j'ai vraiment la géométrie, les courbures et les longueurs. Eh bien, ces deux quantités sont reliées. Autrement dit, une bulle qui a exactement 6 côtés, elle a le droit d'avoir tous ses côtés droits, ou en tout cas, elle a ses côtés droits en moyenne. Par contre, une bulle qui a moins de 6 côtés va être nécessairement à courbure positive, donc convexe, et une bulle qui a plus que 6 côtés va être nécessairement concave. Voilà, on voit quantitativement comment le nombre de côtés de la bulle a des conséquences sur sa forme. Donc là, en fait, on a relié deux domaines des mathématiques, la géométrie, la topologie et la géométrie. On peut aller encore plus loin, parce que la courbure, elle est déterminée par la différence de pression entre les deux bulles que la paroi sépare. Si vous gonflez un ballon de baudruche ou si vous gonflez vos joues, vous avez une plus grande pression à l'intérieur et une plus petite pression à l'extérieur. Et ça va vous dire que le nombre de côtés de la bulle va déterminer non seulement sa forme, mais aussi sa différence de pression avec la moyenne de ses voisines. Et ça va même aller plus loin parce que imaginez que l'eau n'est pas parfaitement étanche pour le gaz. Pour la plupart des gaz usuels et des liquides usuels, l'eau retient le gaz, mais pas éternellement. Le gaz se dissout un petit peu dans l'eau, il peut un petit peu traverser. Alors évidemment, si vous avez du gaz carbonique, ça va aller plus vite. Si vous avez de l'azote ou de l'air, ça va aller moins vite. Mais il y a toujours un moment où une bulle qui est en surpression va se vider un peu au profit de ses voisines. Parce que ce n'est pas parfaitement étanche. Ça peut mettre une minute, ça peut mettre une journée, mais ça va y arriver. Et bien ce qui se passe, c'est que les bulles qui ont le plus petit nombre de côtés va se vider au profit de bulles qui ont un grand nombre de côtés.
Et les bulles qui ont 6, ben celles-là, pour l'instant, elles ne bougent pas. D'accord? Alors, ça a comme conséquence que les petites bulles, celles qui ont 5 côtés par exemple, eh bien, elles vont diminuer de taille. Eh bien, elles vont commencer à perdre des voisins, à passer à 4 côtés, puis à 3, devenir un petit triangle. Et quand elles sont un petit triangle, elles vont décroître très très vite. Plus elles sont petites, plus elles vont décroître vite. Et donc, elles vont disparaître. Et au contraire, les grosses s'enrichissent. On est dans un système extrêmement inégalitaire où les petits, les pauvres, s'appauvrissent et au profit des plus riches. Bien. Autrement dit, le nombre de bulles ne peut que décroître. Vous voyez, il n'y a rien, quand j'attends comme ça, là, mes mousses qui sont en train de m'attendre sagement sur mon rétroprojecteur, eh bien là, il n'y a aucune bulle qui se crée. Hein. Je ne suis pas en train de souffler, je ne suis pas en train de me battre avec un batteur électrique. Le nombre de bulles ne peut que diminuer. Alors, à partir du moment où le nombre de bulles dans la boîte diminue, mécaniquement, la taille moyenne des bulles augmente. Hein. Là, vous voyez, de gauche à droite, le nombre de bulles diminue, la taille moyenne augmente. Alors, avec une particularité, c'est que eh bien, les petites bulles disparaissent. Bon. Les grosses bulles grossissent, mais les moyennes, par exemple celles qui avaient 6 côtés, bon, au début, elles sont pépères, elles ne bougent pas, elles ne grossissent pas, elles ne rapetissent pas. Mais tout d'un coup, il y a bien un moment où elles vont perdre une voisine va disparaître. Et là, eh bien, celles qui avaient 6 côtés se retrouvent à 5. Et celles qui se croyaient tranquilles vont commencer à disparaître. Même chose, les bulles qui avaient 7 côtés et qui étaient en train de grandir tranquillement, il y a un moment, elles vont perdre une voisine parce qu'elle va disparaître. Et donc, elle va se retrouver à 6 et s'arrêter de croître. Et puis un jour, elle va commencer à perdre une autre voisine et donc à décroître. Autrement dit, toutes les bulles, même celles qui se croient tranquilles, vont finir par disparaître, et il y en a de moins en moins, jusqu'à ce qu'il en reste une seule à la fin. Bien. Quelque chose d'encore plus étonnant. Donc là, déjà, il y a quelque chose d'étonnant, puisqu'on a relié la topologie, le nombre de côtés, avec la géométrie, la forme, avec la pression, donc la physique, et puis avec la dynamique, l'évolution de la mousse, le vieillissement. Tout ça, c'est relié. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que au bout d'un moment, à force d'avoir des petites bulles qui disparaissent, des grosses bulles qui grossissent, eh bien, il y a une espèce de régime invariant qui apparaît. C'est-à-dire, oui, la bulle en taille moyenne, la moyenne des tailles de bulles grossit, mais l'apparence de la mousse ne change plus. C'est-à-dire que si je fais un zoom, je vais faire un zoom sur la mousse de gauche, et puis un zoom un peu moins fort sur la mousse de droite, de manière à les ramener à l'échelle, pardon, un zoom sur celle du milieu pour les ramener à l'échelle de la mousse de droite. Voilà ce que ça donne. Hein. Et en fait, la proportion de grosses bulles et de petites bulles devient invariante. Il n'y a que la taille moyenne qui change. Et ça, c'est une autre propriété étonnante, qui est difficile à expliquer. Et on dit qu'on a la croissance qui est autosimilaire. La croissance, la mousse, tout en grandissant, ressemble à elle-même en permanence. Et ça va être vrai, quelle que soit la mousse de départ dont vous partez, au bout d'un moment, vous allez arriver à une distribution comme ça. Alors, ça, c'est valable. On peut revenir maintenant aux mousses réelles aux 3 dimensions. Ici, vous avez une image de 3 dimensions de mousse qui mûrit. Eh bien, vous voyez, si vous suivez une petite bulle, vous la voyez disparaître. Si vous suivez une grosse bulle, vous la voyez grossir. Si vous suivez des yeux une bulle moyenne, vous la voyez grossir d'abord et puis se faire rattraper et finir par disparaître. Donc à la fin, vous avez beaucoup moins de bulles. Vous avez très peu de bulles, alors qu'au début, vous en aviez beaucoup. Hein. Au début, vous avez cet amas informe où on ne voit rien. Eh bien, je vous le repasse et vous allez voir de plus en plus clair au fur et à mesure que les bulles disparaissent. Hein, et si vous en suivez des yeux, vous allez voir que je ne vous ai pas entièrement menti. Voilà, alors j'en profite pour illustrer ce que François vient de vous dire, toujours avec mes petits cadres cubiques. Enfin, ce cadre cubique. Je vous ai montré une face unique tout à l'heure. Maintenant, je peux aussi faire une bulle à l'intérieur de ce cadre. Du coup, la bulle, voilà. La bulle va être cubique. D'accord ? Je ne sais pas si vous avez déjà vu une bulle cubique. Là, je peux la tourner dans tous les sens. Ce n'est pas une face que j'ai, c'est un cube. Mais ce cube n'est pas un vrai cube. Néanmoins, parce que rappelez-vous des lois de Plateau, rappelez-vous du transparent que François vient de vous montrer, on doit avoir des angles de 120 degrés entre les films de savon. Donc, on ne va pas faire la face carrée d'un cube, ça a des angles de 90 degrés, pas de 120 degrés. Et donc, vous voyez que si je m'approche suffisamment près,
J'espère que vous avez vu quelque chose. Je vais en refaire une autre. Ouf. J'essaye d'attraper une bulle dans mon cadre. Ah, ça y est, j'en ai une, voilà. Je vais la ramener devant vous. Vous voyez qu'elle est bombée. J'espère que vous le voyez. D'accord? Et donc, comme François vous l'expliquait tout à l'heure, comme elle est bombée, qu'est-ce qui va se passer? Elle est sous pression, comme quand vous gonflez vos joues. Donc ça, je vais essayer de le montrer en faisant rentrer une paille. Si elle est sous pression par rapport à quoi? Par rapport à l'extérieur. Donc si j'arrive à faire communiquer l'extérieur et l'intérieur, par exemple en plantant une paille dans la bulle, le gaz, l'air qui est dans la bulle va s'échapper. Il va quitter la bulle pour aller rejoindre... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Mais enfin, c'est pas grave. Donc j'ai réussi à planter la paille dans une bulle qui est bombée. Voilà, vous l'avez vu? Elle s'est vidée. Je vais en vider... Ah, bah c'est pas grave, je vais vider celle-ci. Non, elles ne veulent pas. Vous l'avez vu? Voilà, donc voilà une illustration de la disparition des bulles à l'intérieur d'une mousse. Vu l'heure, je propose de passer à la fraction liquide, à mousse sèche humide. D'accord, oui. Si tu me remets l'ordinateur, je te mets... Voilà. D'accord. Donc là, ce que on a vu, alors qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la structure des mousses qui détermine en fait leurs propriétés macroscopiques. On a vu, oui, peut-être ce qu'on n'a pas vraiment eu le temps de vous montrer, c'est que lorsque j'ai appuyé tout à l'heure sur les deux plateaux et que vous avez vu la mousse s'étaler tout d'un coup, ce qui a fait la transition entre son comportement élastique et son comportement visqueux, c'est le fait que des bulles se sont déplacées les unes par rapport aux autres. Et ça, ces changements-là sont irréversibles. Et c'est pour ça que la mousse a coulé sans reprendre sa forme ensuite. D'accord? Donc ça, c'est une propriété importante. Une autre propriété intéressante des mousses, c'est leur capacité à retenir le liquide à l'intérieur de la mousse. Mais le liquide est tout de même soumis à la loi de la pesanteur. Et lorsqu'il est emprisonné dans une mousse, il s'écoule, puisque la phase liquide de la mousse est continue. D'accord? Donc il s'écoule à travers tout le réseau de canaux qui sont formés par les arêtes des bulles. Donc c'est ce que vous voyez ici sur ces images. Là, sur cette image-là, c'est l'intérieur d'une mousse qui a été éclairée de manière à ce que les arêtes paraissent noires. Plus elles sont gonflées, plus elles sont noires. Et à gauche, c'est la même mousse un instant plus tard. Donc le liquide s'est écoulé et les arêtes, vous les voyez beaucoup plus fines. Donc en fait, le liquide s'écoule à l'intérieur d'une mousse comme il s'écoulerait dans un milieu poreux, sauf que la taille des pores diminue au fur et à mesure que le liquide s'écoule. Et ça, c'est... Bon, on peut modéliser, on peut comprendre assez bien la manière dont le liquide s'écoule dans une mousse. Et alors pour vous le montrer, plutôt que de montrer les équations de drainage des mousses, je vous ai amené cette petite expérience. Alors j'espère que vous la voyez même du fond de la salle. Vous avez ici un tube qui est rempli de mousse. Là, ceux qui étaient là au début m'ont peut-être vu en train de préparer une mousse qui s'est remplie petit à petit dans le tube. Quand je l'ai remplie, elle était toute blanche. Maintenant, elle a commencé à devenir transparente. Pourquoi elle est devenue transparente? Parce qu'elle est comme la mousse de gauche ici. Le liquide est tombé sous l'effet de la pesanteur. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est avec ce petit tuyau, je vais remettre du liquide par-dessus. Doucement, à débit constant. Alors regardez bien, ça va se passer assez vite. J'y vais. Non, ça ne va pas sortir.
Vous voyez, j'essaye de rendre le débit de liquide constant. Et vous voyez la mousse devenir blanche au-dessus. Elle s'est réhumidifiée. Et vous avez un front de mousse humide, qui est la mousse blanche, qui descend à vitesse constante dans la mousse qui était initialement très sèche. Donc le fait que le front descende à vitesse constante résulte de cette propriété de regonflement des pores du milieu poreux au fur et à mesure que le liquide passe. Voilà, et si on attend encore un petit peu, on va la voir redevenir transparente, etc. Donc ça, c'était pour le drainage des mousses. Ensuite, oui. On éteint maintenant ou tu veux faire des explications d'abord? Non, d'abord, je voulais expliquer l'expérience et puis après, on éteindra la lumière. Donc ça, c'est la dernière expérience qu'on vous a amenée. Alors, c'est lié au travail qu'on a fait au laboratoire Matières et Systèmes Complexes. On s'est intéressé aux propriétés acoustiques des mousses. Et en fait, lorsque une onde acoustique, c'est-à-dire du son, traverse une mousse, vous avez de l'air qui est mis en vibration et qui fait vibrer le squelette liquide de la mousse. Donc une manière d'essayer de comprendre ce qui se passe, c'est de faire un film de savon et puis de le faire vibrer grâce à une onde acoustique. Donc c'est ça l'expérience que je vous propose. Ici, vous avez un tube. Au bout du tube, je vais former un film de savon, donc simplement en plongeant le tube dans de l'eau savonneuse. Vous avez ici derrière des images de ce que vous allez voir. Vous avez peut-être déjà vu ça. Je vous les montre ici parce qu'après on va switcher, on va changer de caméra. Bon, je vais faire le film de savon. Moi, je vois ce qui va se passer. Ça me permet de faire les petits réglages avant de vous montrer l'image. Voilà. Donc, ce que vous allez voir, c'est des irisations sur le film de savon. Vous avez vu, là, j'ai une lampe. Ici, là, il y a simplement une feuille de papier calque qui permet d'envoyer une lumière diffuse sur le film de savon que j'ai formé au bout du tube. Et puis, j'ai une petite caméra ici qui va venir filmer ce qui se passe sur le film de savon. Et donc, on va observer ces couleurs qui, en fait, correspondent aux irisations qu'on voit quand on fait une bulle de savon. D'accord ? Donc, en fait, ces couleurs sont liées à l'épaisseur du film de savon. Si c'est coloré, c'est simplement parce que j'ai éclairé en lumière avec une lumière blanche. Et le film de savon décompose la lumière parce que son épaisseur correspond à la longueur d'onde de la lumière. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si vous changez de couleur, c'est que vous changez d'épaisseur. Et c'est pour ça qu'on change d'épaisseur ici du haut vers le bas, parce qu'on a un film vertical, donc le liquide coule, et le film est plus fin en haut qu'en bas. D'accord ? Donc là, on va voilà, j'ai fait mes derniers réglages. Donc je vais pouvoir vous montrer ce qu'on observe en vrai. Voilà. Ça, c'est le film de savon que je viens de créer tout à l'heure. Si je mets ma main devant, vous voyez que c'est vraiment la vraie expérience. Je vais essayer de le mettre en... en plein écran. Voilà, c'est comme ça. Bon, ça va venir. Et ici, j'ai un petit haut-parleur, d'accord ? Et donc ce haut-parleur permet de propager une onde du son dans le tube. Et plutôt que de vous mettre une onde monochromatique, donc une seule note qui serait un petit peu ennuyeuse, je vais vous mettre de la musique. D'accord ? Donc là, ça ne va pas très bien marcher comme ça. Je vais refaire un film de savon. Je vais demander à ce qu'on éteigne les lumières pour que vous voyez bien ce qui se passe, si c'est possible. Et comme ça, on va observer ensemble le drainage du film de savon. Oui, ou les baisser. Où est-il passé ? Non, t'es trop vers le public, il faut que tu rapproches. Ah oui. Oui, voilà. Il est là. Voilà. Je peux. D'accord, donc là, vous l'avez vu s'amincir.
Je refais un petit peu la mise au point. Et on va pouvoir envoyer la musique. Donc je vous propose une musique brésilienne. Ah non, c'est pas ça du tout, c'est pas ça du tout. Bon, c'est pas grave, c'est pas la musique brésilienne. Vous avez reconnu Maria Callas. Alors, quelques mots d'explication si vous avez un petit peu de courage. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ce que vous avez vu, peut-être, c'est qu'il y a certaines notes qui font beaucoup d'effets et pas d'autres. Pourquoi? Parce que ici, j'ai un tube. Donc, c'est comme le tube d'un orgue. La longueur du tube va déterminer les fréquences qu'on appelle des fréquences de résonance, c'est-à-dire il y a certaines notes qui sont amplifiées par le tube. Donc c'est ce qu'on voit ici sur ce schéma. Là, donc on a fait passer une onde à une seule fréquence à l'intérieur du tube et on a remplacé le film de savon par un micro et on a mesuré l'amplitude en fonction de la fréquence. Et vous voyez qu'il y a certaines fréquences, donc là c'est 460 Hz, c'est un si bémol, qui est tout d'un coup amplifié par le tube. D'accord? Et puis après, vous voyez les multiples de 460, donc qu'on appelle les harmoniques. Et alors pourquoi est-ce qu'on a cet effet sur les films de savon? Je vais vous donner simplement l'idée générale. L'idée générale, c'est que quand vous envoyez, donc vous avez des tranches d'air qui font vibrer le film de savon. Le film de savon, là, il est vu de profil. Il se met à vibrer comme la membrane d'un tambour. D'accord? Donc ça, c'est ce que vous voyez quand vous voyez ces ronds concentriques, on les voit de temps en temps. Et on voit aussi des mouvements, des écoulements à l'intérieur du film. Donc ça, c'est encore un autre phénomène, c'est-à-dire que quand l'air se met à vibrer très fort, c'est comme un petit jet d'air qui viendrait frapper le film de savon. Donc le jet d'air vient frapper le film de savon et donc il pousse le liquide dans le plan du film. Et c'est ça, comme les interfaces du film, c'est des interfaces liquides, le fait que les interfaces soient poussées, ça va entraîner tout le liquide à l'intérieur du film. Donc c'est ça qui vous fait ces espèces de tourbillons. Et comme il y a plus de liquide qui est tombé en bas, et bien ces tourbillons vont vous entraîner le liquide et le faire remonter. Et comme plus il y a de liquide, plus vous avez... Enfin, quand vous changez l'épaisseur, vous changez la couleur, c'est ça qui vous donne ces effets-là. Voilà, donc je vous propose d'écouter un deuxième morceau de musique. Et puis, pour maintenant que vous avez
maintenant que vous savez quoi observer. Donc je vais essayer de vous repasser cette musique brésilienne que je voulais vous passer tout à l'heure. Sinon, on verra bien ce qui sort. Est-ce qu'on peut rééteindre peut-être? Merci. C'était prévu dans l'autre ordre, mais c'est pas très grave. Ah oui, on va conclure, vas-y, effectivement. Voilà. Oui, si vous voulez en savoir plus, les vidéos sont disponibles. Vous tapez Soap Film Opéra, si vous ne voulez pas taper toute l'adresse complète, et vous pouvez en voir d'autres sur votre ordinateur avec, ou sur tout écran que vous voulez. Voilà, et puis si vous voulez quelque chose de plus en version papier, vous avez le livre qu'on a écrit sur les mousses, où vous trouverez l'ensemble des choses qu'on a expliquées et bien d'autres. Voilà. Merci beaucoup.